Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne Regard philosophique pour cette dernière vidéo de notre série Numérique et Société, dernière vidéo au cours de laquelle nous allons porter notre regard vers le futur, vers l'avenir. Et pour ce faire, nous allons étudier quels sont les scénarios possibles, probables, avec l'économiste Carlota Pérez que je vais vous présenter. Mais avant ça, comme nous en avons l'habitude, je vous propose notre petit générique de début. Regard philosophique est une chaîne YouTube et une communauté Patreon qui porte un regard philosophique sur les grandes questions que sont la liberté, l'amour, l'art ou encore la culture, mais aussi sur des sujets de société comme la religion, la politique ou le travail, et également sur des sujets d'actualité comme le numérique, le wokisme ou l'écologie. Si vous aussi, vous souhaitez porter votre regard sur ces sujets et d'autres encore, eh bien, rejoignez-nous. Comme je vous l'ai dit, nous allons travailler sur deux grands scénarios pour l'avenir, qui sont les deux grands scénarios sur lesquels a travaillé l'économiste Carlota Pérez, à savoir un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Mais avant ça, je vous présente Carlota Pérez. Carlota Pérez est une économiste vénézuélienne, puisqu'elle est née donc à Caracas en 1939. Ses points de vue philosophie économique, une disciple de Schumpeter, et elle a également travaillé d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec Christopher Freeman. En fait, ce sur quoi elle a beaucoup travaillé, c'est la compréhension des liens, de l'impact qu'il peut y avoir entre innovation, technique, technologie, institution et développement économique. Ouais, on est tout à fait au cœur de notre sujet. Son dernier ouvrage, auquel nous allons faire référence pour étudier les deux scénarios pessimistes et optimistes, s'intitule Technological Revolution on Financial Capital et, comme vous pouvez le voir, il a été publié en 2009 et plutôt bien accueilli par les communautés aussi bien académiques que financières et communautés des affaires basées sur les technologies. Je vous propose maintenant que nous rentrions dans le cœur de sa théorie. La théorie de Carlota Pérez est fondée sur les cycles économiques de Kondratyev. Théorie que Kondratyev a fondée en 1926 et qui stipule que l'économie suit des cycles d'environ 60 ans. C'est pour ça qu'on les appelle les cycles longs. Le deuxième fondement de sa théorie, c'est la théorie de l'évolution économique de Schumpeter. On se souviendra qu'elle en a été l'élève et la disciple. La théorie de l'évolution économique de Schumpeter stipule que l'économie ne suit pas un processus d'évolution lent et harmonieux. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire, selon lui, l'économie évolue au rythme d'un certain nombre de ruptures. Et ces ruptures sont souvent dues à l'innovation. L'innovation de produits, de processus ou scientifiques. Donc, fort de ces deux principes de base, Carlota Pérez distingue deux grandes périodes. La première période qui est celle que vous voyez sur la gauche de mon schéma, qui est la période d'arrivée d'une nouvelle technologie, d'une innovation. C'est ce qu'elle appelle la phase d'irruption. Et cette phase d'irruption va provoquer un certain nombre de changements, dont essentiellement les anciennes techniques ou technologies que cette innovation remet en cause. Très bien. La deuxième phase, mais qui est toujours dans une phase que Carlota Pérez qualifie de dominée par des marchés dérégulés, c'est la phase d'excitation, frenzy. C'est la phase qui peut créer des bulles financières. Très exactement d'ailleurs ce que nous risquons de voir apparaître aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est très dérégulé. Les investissements sont intensifs,
sont complètement découplés, opportunistes. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le schéma, se produit éventuellement un point de retournement, un turning point, okay, qui nous fait entrer dans la deuxième phase du cycle de Kondratyrev, qui est, lui, selon Carlota Porez, dominé par les institutions publiques. C'est-à-dire que se produit une phase de synergie, comme vous le voyez à l'écran, qu'elle appelle Golden Age, cohérence, croissance, avec également croissance des externalités, aussi bien positives que négatives, et impact sur la production et l'emploi. Et enfin, dernière phase du cycle, c'est la phase dite de maturité. Ça n'évolue plus finalement. Et là, nous sommes dans un monde dans lequel la technologie est solidement installée. Ce sont les derniers produits, les dernières industries qui apparaissent. Et le marché est saturé, complété. Et à ce moment-là, va arriver normalement, on le voit tout à fait dans le schéma, dans le coin inférieur droit, apparaît la nouvelle phase, le nouveau cycle. Ensuite, ce qu'a fait Carlota Pérez, c'est tout simplement d'appliquer son modèle à l'histoire de l'économie moderne, ce qui nous donne le tableau que nous avons sur la droite de l'écran. Elle distingue 5 grandes vagues. La première grande vague s'est produite en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on était donc fin du XVIIIe siècle et l'Angleterre était en pleine révolution industrielle. Les usines qui se trouvaient sur la côte ouest, Liverpool en étant le symbole le plus frappant, fonctionnaient avec de la vapeur qui avait besoin de charbon pour fabriquer de la vapeur. Or, il se trouve qu'en Grande-Bretagne, le charbon était plutôt produit au nord et à l'ouest du pays. D'où le creusement de canaux pour amener le charbon de la mine à l'usine. Ça a donné une espèce de folie que Carlota Pérez appelle la Canalmania, folie qui s'est arrêtée, si j'ose dire, à la toute fin du XVIIIe siècle, pour s'ordonner et permettre la croissance de la Grande-Bretagne. Deuxième vague, début du XIXe siècle, c'est l'âge de la vapeur, mais surtout l'âge du chemin de fer. C'est-à-dire que ce que les Britanniques se sont mis à faire, c'est tout simplement de remplacer les canaux par le chemin de fer. Mais avec la même frénésie, avec la même folie. De tête, il fut une époque où en Grande-Bretagne, il y avait plus de 200 compagnies de chemin de fer, chacune d'entre elles détenant son petit segment de rail. Ça ne pouvait pas marcher. Il y a donc eu un turning point, un retournement qui s'est produit vers le milieu de ce 19e siècle, avec une mise en ordre du chemin de fer, en fait. Et ça a été la grande avancée de l'époque victorienne. Troisième vague, qui, elle, s'est produite toujours en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis et en Allemagne, ça a été l'âge de l'acier et de l'industrie lourde. Pendant cette période-là, la frénésie, si j'ose dire, s'est surtout caractérisée sur les places financières de Londres, qui sont devenues un marché global. Le point de retournement était la fin du XIXe siècle et qui a donné naissance à ce que nous appelons la Belle Époque et ce qui s'est appelé la Progressive Era aux États-Unis. Quatrième vague, nous sommes au début du XXe siècle. Vous voyez, 1908. Et là, ce qui a été le moteur, c'est le cas de le dire, de cette vague-là, cette innovation, ça a été les énergies fossiles, l'automobile et la production de masse. Ça a été caractérisé par quoi? The Roaring Twenties, c'est les années folles, tout simplement, c'est les années 20. Avec l'arrivée massive de l'automobile,
des équipements pour la maison, de la radio, de l'aviation et de l'électricité. Le turning point, on le connaît malheureusement, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été la Deuxième Guerre mondiale qui a stoppé net tout cela et qui par contre a généré l'âge d'or de l'après-guerre. Âge d'or, je vous rappelle quand même que dans le début des années 50, en France, le taux de croissance du PIB était de près de 5%. Cinquième et dernière vague, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, hein, qui est une vague dont le moteur est constitué par l'informatique et les télécommunications. C'est une révolution qui vient essentiellement des États-Unis. C'est la folie d'Internet qui a déjà créé une première bulle, on s'en souvient. C'est les télécoms, c'est les nouveaux marchés et c'est également une mondialisation de la finance, comme l'écrit Carlota Pérez, un petit peu sous la forme d'un casino mondial. Aujourd'hui, où sommes-nous? Vous voyez que dans son schéma, elle dit, ben voilà, hein, le turning point, c'est 2008, 2000, point d'interrogation. Nous y sommes aujourd'hui. Est-ce que nous déboucherons sur quelque chose qui sera ce qu'elle appelle, elle, une golden age, ou est-ce que nous allons continuer l'époque de la folie dans laquelle nous avons été jusqu'à présent? Ainsi donc, selon Carlota Pérez, les technologies et leurs paradigmes définissent le champ des possibles. Et l'avenir n'est pas écrit. L'avenir n'est pas écrit car il ne tient qu'à nous de prolonger la phase de frénésie avec ce qui la caractérise, c'est-à-dire des investissements un petit peu dans tous les sens, avec une polarisation entre les riches et les pauvres, un creusement des inégalités, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que d'ailleurs Carlota Pérez, si vous rejetez un petit coup d'œil sur le schéma à la gauche de votre écran, elle appelle ça the Gilded Age, c'est-à-dire l'âge plaqué or, et non pas l'âge doré, qui lui s'appelle Golden Age. D'accord? Et bien évidemment, c'est à nous de décider si l'avenir sera Golden Age ou s'il va rester plaqué or. Ainsi donc, si nous regardons la cinquième vague dans laquelle nous sommes, et plus particulièrement sur le turning point où nous nous trouvons, 2008-2000, point d'interrogation, eh bien, nous allons maintenant, avec Carlota Pérez, regarder quels peuvent être les deux scénarios. L'un, que j'appellerai pessimiste, vous l'aurez compris, c'est le scénario Gilded Age, plaqué or, ou bien le scénario optimiste, à savoir le scénario Golden Age, qui est le scénario de prospérité. Nous commencerons donc par le scénario dit pessimiste, Gilded Age, qui est finalement un scénario, nous allons le voir, dans lequel nous prolongeons la phase de frénésie. Phase de frénésie qui se caractérise donc par une succession de disruptions et qui est également une phase de dérégulation débridée. Deux grandes caractéristiques, la première étant dématérialisation, accélération, dérégulation, mondialisation de la finance et de l'économie, fondée sur une logique d'autorégulation. On entend bien le discours aujourd'hui. Laisser le marché faire. C'est-à-dire c'est un discours libéral maximaliste. La deuxième grande caractéristique de cette phase de disruption et de dérégulation, c'est l'apparition de start-up très nombreuses, mais dont certaines vont rafler tout en quelques années. C'est Google, c'est Amazon, typiquement. Et elles vont donc finir par former un oligopole de l'Internet face à des gouvernements qui ont des logiques et des pouvoirs nationaux. C'est le grand problème de l'époque actuelle
à savoir que nous avons des entreprises privées, commerciales, qui se soumettent de moins en moins, qui échappent de plus en plus aux lois et aux réglementations, ou qui s'y opposent de manière frontale. Il suffit de voir aujourd'hui l'opposition des GAFAM à tout ce qui est produit par l'Union européenne comme tentative de régulation. De plus, il y a des conséquences indirectes, ce que l'on appelle des externalités. Et nous allons donc voir quelles sont les externalités positives, donc les effets indirects positifs, et quels sont les effets négatifs qu'on appellera les externalités négatives. Une première externalité positive, nous en bénéficions tous, et j'ai envie de dire que cette vidéo en est l'exemple typique, c'est la diffusion du savoir. Une diffusion du savoir sans précédent, avec les MOOC, avec Wikipédia et avec YouTube, tout simplement. Une deuxième externalité positive, c'est dans le champ politique, avec une société beaucoup moins verticale. Souvenons-nous, dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien, la communication s'est toujours opérée de façon verticale, de l'élite vers le peuple. Or, avec les réseaux sociaux, avec Internet, une communication horizontale est possible, avec tout ce que cela a de positif et de négatif. Mais du côté positif, ça a été par exemple les Gilets jaunes qui ont été capables de s'organiser via les réseaux sociaux. Des externalités négatives, bien sûr, avec au premier rang d'entre elles le creusement des inégalités, avec un partage des richesses et un partage du pouvoir qui est de plus en plus inégal, de plus en plus concentré dans quelques mains, au détriment de la grande majorité du peuple. Deuxième grande externalité négative, c'est le statut de la vérité. Le statut de la vérité qui est en train d'être battu en brèche par des opinions. C'est tout ce qui est l'intox, la déformation, les fameuses fake news et tout ce que vous voudrez. Nous entrons très clairement dans l'ère de la post-vérité. Troisième externalité négative, comme vous pouvez le lire à l'écran, l'Internet est invasif, mais surtout performatif. C'est-à-dire que Internet influe sur le réel. Il crée du réel. Je vous rappelle qu'une phrase performative est une phrase qui crée du réel. Lorsque un jeune couple se trouve devant Monsieur le maire et que Monsieur le maire dit « je vous déclare mari et femme », il fait une phrase performative. Parce que le fait de déclarer qu'ils sont mari et femme, il crée juridiquement le foyer. Eh bien, Internet est performatif. Et il transforme donc la société en véritable banc de poissons où tout le monde fait la même chose, mais où personne ne pilote le bon, ce qui permet évidemment de favoriser le contrôle. Quatrième et dernière externalité négative, la pollution. Évidemment, le numérique est un énorme consommateur d'énergie. Il produit de la chaleur, donc du gaz à effet de serre. Pour fonctionner, nombre d'équipements informatiques ont besoin de terres rares, dont les conditions d'extraction frisent parfois l'esclavage et le raffinage est extrêmement polluant. C'est le traitement des déchets, c'est toute cette chose-là. Et donc on voit bien que la pollution est une importante externalité négative de la phase de frénésie du numérique. Je vous propose maintenant que nous regardions le bon côté des choses, si j'ose dire, que nous regardions ce que pourrait être le Golden Age et quelles en sont les conditions de possibilité.
une condition de possibilité très importante et, si j'ose dire, culturelle. En effet, il s'agit de provoquer un changement d'attitude. Il s'agit de dépasser la théorie du choix rationnel, qui est le fondement de l'économie moderne, qui repose sur l'individualisme et la seule recherche de l'intérêt personnel à court terme. On va voir que commencent à émerger des théories qui prétendent remplacer la théorie du simple choix rationnel. C'est à deux économistes fameux, Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, et Amartya Sen, philosophe indien spécialiste des théories du choix social, que nous devons de poser un autre moteur à l'action humaine, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire qu'ils disent que l'opportunisme, l'intérêt personnel ne sont pas les seuls moteurs de l'action humaine. D'autres moteurs existent qui sont des facteurs émotionnels comme l'honneur, la dignité ou la honte qui peuvent animer l'action humaine. L'action d'un héros qui se sacrifie pour le groupe ne peut s'expliquer que de cette façon-là. Ce que nous disent Elinor Ostrom et Amartya Sen, c'est que l'individu, l'humain, ne prend pas toujours une décision optimale avec comme visée son intérêt personnel, mais qu'il peut prendre des décisions que les deux chercheurs qualifient de satisfaisantes et qui fait partie de ce qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle. Et ce type de décision-là permet de dépasser le dilemme social classique, traditionnel, qui exprime le conflit entre intérêt personnel et intérêt commun, intérêt collectif. Un excellent exemple aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la conscience écologique versus consommation confort. Tous ceux qui pensent écologie savent bien, quelque part, que cela est en opposition avec la consommation et le confort. Et ils défendent néanmoins cette conscience-là. Et bien évidemment, ce changement de point de vue, ce changement de position ouvre un champ des possibles qui est plus d'équité et plus de coopération. C'est privilégier l'équité plutôt que la compétition dans le travail. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la vision que nous avons de notre rôle dans l'entreprise est une vision hautement compétitive. Et il y a une théorie d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, qui existe, qui commence à émerger, qui est la théorie de l'équité et qui fait une moindre place à la compétition dans le travail. Deuxième aspect, la coopération. Comme vous pouvez le voir à l'écran, développer l'économie sociale et solidaire. Et il existe déjà aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur le petit tableau dans le coin gauche de votre écran, tout un tas de formes juridiques, associatives, qui existent déjà, qu'il n'y a plus qu'à utiliser pour pouvoir effectivement avancer dans une économie beaucoup plus sociale et beaucoup plus solidaire. Enfin, s'appuyer sur les nouvelles technologies, évidemment, pour travailler en réseau, pour effacer les frontières, pour avoir des travaux collaboratifs, ouverts, soucieux de l'impact, enfin tout ce que vous voudrez, avec la culture du partage et de l'échec. Je vous donne un certain nombre d'exemples. La Wikimedia Foundation, qui est à la base de Wikipédia, WeShare, Ecosia, Yuka, Open Food Fact, etc., etc., etc. Pour terminer, avec les scénarios de Carlota Pérez, je voudrais vous proposer une petite réflexion. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je m'appuie sur l'expérience de la dernière guerre mondiale, en posant la question que vous pouvez lire. Qui,
en 1940, alors que l'Europe était sous la botte nazie. Qui, à ce moment-là, aurait imaginé que 10 ans après, 10 ans seulement, que 10 ans après, nous serions dans les 30 glorieuses avec un taux de croissance moyen du PIB de 5,3. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous avais posé tout à l'heure, le boom de l'après-guerre qui a provoqué, il fallait tout reconstruire bien sûr, un taux de croissance de 5,3 en France. Qui donc en 1940 aurait pu imaginer cela 10 ans plus tard? L'humanité ne fait les grands changements que dans les larmes et la douleur. Qu'est-ce que je veux dire par cette phrase, qui n'est pas de moi? Je vous ferai découvrir dans quelques instants l'auteur de cette phrase. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, nous avons eu dans les années 50 un taux de croissance de 5,3, c'était les fameuses 30 glorieuses, ok? Mais c'est quelque part, ces fameuses 30 glorieuses ont été la conséquence de l'effroyable moment qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Si l'on essaye de transposer ça à notre époque d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons effectivement une époque plaquée or, si je reprends l'expression de Carlota Pérez, avec un accroissement des inégalités, avec de plus en plus de tensions géopolitiques, tout ce que vous voudrez, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que de ce chaos, si j'ose dire, ne naîtra pas une période de prospérité? La question mérite d'être posée. Et en tout état de cause, c'est possible. L'avenir reste ouvert. C'est à nous de le faire. Je vous avais dit que je vous donnerais le nom de la personne de qui je tiens cette phrase. Bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Laurent Fabius, il y a plus de 20 ans. Mais je crois que cette phrase-là n'a pas d'âge. Elle est toujours aussi vraie. Bien, nous voilà rendus à la fin de cette vidéo et en même temps à la fin de cette série de vidéos consacrées aux impacts des technologies numériques sur la société. J'espère que cela vous a intéressé et avant de vous rappeler les questions de synthèse que nous avons posées lors de l'introduction de la série, je vous propose, comme nous en avons l'habitude, notre petit générique de fin. J'espère vous avoir donné envie de rester avec nous. Aussi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. De plus, si vous avez aimé, merci de poster un petit like et pourquoi pas vous abonner. Si vous vous en souvenez, lors de l'introduction de cette série de vidéos consacrée à l'impact du numérique sur la société, nous avions posé 4 questions dont l'objectif est de faire la synthèse de ce que nous avons appris tout au long de cette série. Je vous rappelle ici les 4 questions. La première étant, comme vous pouvez le voir à l'écran, quels sont les grands moments du numérique et en quoi le numérique a-t-il changé notre rapport à l'espace et au temps? La deuxième question est-elle relative à Internet? Tout est sur Internet et ça change quoi? Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la première chose que ça a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous écrivons Internet avec un I majuscule, alors que ça ne le justifie absolument pas. Troisième question, les robots et l'intelligence artificielle sont-ils de nouveaux acteurs sociaux? On a bien vu que ce sont des technologies qui aujourd'hui changent en profondeur notre société, aussi bien dans les environnements
professionnels que dans les environnements sociaux et politiques. La quatrième et dernière question est relative à la vidéo que nous venons de voir, puisque nous nous posons la question de savoir de quoi l'avenir sera fait. Et avec Carlota Pérez, nous avons vu qu'il est possible d'imaginer un scénario positif, qu'elle appelle l'âge d'or, ou un scénario plutôt désabusé, qu'elle appelle le scénario plaqué or. Les réponses à ces questions se trouvent dans une petite vidéo que vous trouverez sur le site internet Regard philosophique, et je vous invite donc à vous y rendre pour avoir les réponses à ces questions. De plus, et avant de vous quitter, je vous signale que toutes ces vidéos font partie d'une playlist, au sens YouTube du terme, qui vous permet de voir et revoir n'importe laquelle de ces vidéos autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt.